En février 2000, Clément et Agathe Fauvel partent pour des vacances de ski à Chamonix. Ils ne reviendront jamais. 12 ans plus tard, en octobre 2012, la police de Chamonix reçoit un appel téléphonique troublant. Le numéro qui s'affiche sur l'écran est celui de l'hôtel Mont-Blanc, l'établissement où le couple avait séjourné lors de leur dernière nuit. Mais l'hôtel avait fermé définitivement en 2004. Au bout du fil, une voix de femme, à peine audible, murmure en anglais « Help me, they are watching, Clément is… » Puis la ligne se coupe brutalement. Comment est-ce possible qu'un appel provienne d'un numéro qui n'existe plus depuis 8 ans? Et qui était cette femme qui semblait connaître le nom de Clément Fauvel? Cette histoire que vous allez entendre révèle l'une des affaires les plus troublantes de la région alpine française. Avant de continuer avec cette histoire perturbante, si vous appréciez les cas mystérieux réels comme celui-ci, abonnez-vous à la chaîne et activez les notifications pour ne manquer aucune nouvelle affaire. Maintenant, découvrons comment tout a commencé. Chamonix-Mont-Blanc, situé à 1035 mètres d'altitude au pied du Mont Blanc, est l'une des destinations de ski les plus prestigieuses d'Europe. Cette commune de Haute-Savoie, peuplée de 9000 habitants permanents, voit sa population tripler pendant la saison hivernale grâce aux touristes du monde entier. En l'an 2000, la ville était en pleine expansion touristique, avec des infrastructures modernes qui contrastaient avec son charme alpin traditionnel. Clément Fauvel, âgé de 34 ans, exerçait comme kinésithérapeute dans le 15e arrondissement de Paris. Grand et athlétique, avec des cheveux châtains et des yeux verts perçants, il s'était spécialisé dans la rééducation sportive après avoir lui-même pratiqué le ski de compétition dans sa jeunesse. Originaire de Grenoble, il connaissait bien la montagne et ses dangers. Son cabinet médical, situé rue de Vaugirard, jouissait d'une excellente réputation auprès des sportifs professionnels parisiens. Agathe Fauvel, née Leclerc, était âgée de 31 ans. Bibliothécaire à la médiathèque Marguerite-Yourcenar, dans le 16e arrondissement, elle possédait une licence de littérature française et parlait couramment l'anglais et l'italien. Petite et élégante, aux cheveux bruns ondulés et aux yeux noisettes, elle était passionnée de lecture et de randonnée en montagne. Contrairement aux clichés sur les bibliothécaires, Agathe était sportive et aventureuse, pratiquant le ski depuis l'adolescence. Le couple s'était rencontré en 1992 lors d'un séjour de ski à Val d'Isère. Leur histoire d'amour avait commencé sur les pistes, unis par leur passion commune pour la montagne. Ils s'étaient mariés en 1995 dans la petite église de Montmartre, entourés de leurs familles et amis. Leur appartement de 70 mètres carrés rue des Entrepreneurs, dans le 15e arrondissement, témoignait de leur amour pour les voyages. Des photos de leurs escapades alpines ornaient les murs, des guides de montagne remplissaient leur bibliothèque. Clément était le fils unique de Jean Fauvel, ingénieur à la retraite, et de Françoise Fauvel, ancienne institutrice. Ses parents habitaient une maison bourgeoise à Bourg-en-Bresse et entretenaient des relations chaleureuses avec leur belle-fille. Agathe avait une sœur cadette, Marie Leclerc, qui travaillait comme journaliste pour Le Parisien. Les deux sœurs étaient très proches, se téléphonant quotidiennement et passant leurs vacances ensemble depuis l'enfance. Le couple menait une vie paisible et organisée. Clément travaillait de 8h à 19h du lundi au vendredi, avec une pause déjeuner qu'il consacrait souvent à la course à pied dans le Champ de Mars. Agathe terminait ses journées à 18h et consacrait ses soirées à la lecture ou à la préparation d'animations culturelles pour la médiathèque. Leur week-end était rythmé par des sorties culturelles à Paris ou des escapades dans la nature environnante. Chaque année, ils organisaient 2 voyages, une semaine de ski en février et une randonnée estivale en juillet. Leurs destinations favorites incluaient les Alpes françaises, suisses et italiennes. Ils étaient des montagnards expérimentés, équipés du matériel adéquat et respectueux des consignes de sécurité. Leurs amis les décrivaient comme un couple solide, sans problème financier ni conflit majeur. En 2000, leur situation professionnelle était stable et prometteuse. Le cabinet de Clément comptait une clientèle fidèle, et Agathe venait d'obtenir une promotion au poste de responsable du secteur jeunesse de sa médiathèque. Ils économisaient pour acheter un appartement plus grand.
envisageant de fonder une famille dans les années suivantes. Rien dans leur comportement ne laissait présager une disparition volontaire. Le vendredi 9 février 2000, Clément et Agathe Fauvel quittent Paris à 17h30 au volant de leur Peugeot 306 bleu, immatriculé 758 WX 75. Le trajet jusqu'à Chamonix doit normalement prendre 6 heures, avec un arrêt prévu à Lyon pour dîner. Agathe a réservé une table au restaurant La Mère Brasier pour 20 heures, comme en témoignent les relevés de sa carte bancaire, retrouvés plus tard. Le couple arrive effectivement à Lyon à 19h45 et dîne au restaurant réservé. Le serveur, interrogé ultérieurement par la police, se souvient d'eux comme d'un couple discret et souriant. Ils commandent une bouteille de Côtes-du-Rhône et parlent de leur projet de ski pour le lendemain. Agathe mentionne sa hâte de retrouver les pistes de la Vallée Blanche. Ils règlent l'addition à 22h15 et reprennent la route vers Chamonix. Le péage de l'autoroute A40 enregistre le passage de leur véhicule à 23h52 près de Bellegarde-sur-Valserine. C'est la dernière trace électronique officielle du couple. Selon les calculs de la gendarmerie, ils auraient dû arriver à leur hôtel vers 1h du matin le samedi 10 février. L'hôtel Mont-Blanc, établissement 3 étoiles situé avenue Michel Cros, les attendait pour un séjour de 5 nuits. Madame Sylvie Gérard, la réceptionniste de nuit, confirme qu'elle a préparé leur chambre numéro 207 selon les instructions reçues. Le couple avait spécifiquement demandé une chambre avec vue sur le Mont Blanc et un balcon. Leur ski de location était prêt chez Chamonix Sport, le magasin partenaire de l'hôtel. Le samedi matin, à 8 heures, Madame Gérard termine son service de nuit sans avoir vu arriver les Fauvel. Elle signale leur absence à sa collègue du service de jour, Madame Isabelle Poncet, en pensant qu'ils ont peut-être eu un contretemps ou choisi de s'arrêter en chemin. Ce type d'arrivée tardive n'était pas inhabituel, surtout par mauvais temps. À 14 heures, n'ayant toujours aucune nouvelle, Madame Poncet tente de joindre le couple sur leur téléphone portable. Les deux appareils semblent éteints, les appels basculant directement sur les messageries vocales. Elle laisse plusieurs messages demandant de confirmer leur arrivée ou d'annuler la réservation si nécessaire. Marie Leclerc, la sœur d'Agathe, commence à s'inquiéter le dimanche 11 février vers midi. Habituée à appeler tous les jours, elle trouve étrange de ne pas avoir de nouvelles depuis le vendredi soir. Elle téléphone d'abord à l'appartement parisien des Fauvel, puis à l'hôtel Mont-Blanc. Madame Poncet lui confirme que le couple n'est jamais arrivé et que leurs téléphones sont injoignables. Marie contacte immédiatement les parents de Clément à Bourg-en-Bresse. Jean et Françoise Fauvel n'ont aucune nouvelle de leur fils depuis son départ de Paris. L'inquiétude grandit rapidement au sein des deux familles. Marie prend sa voiture et se rend directement à Chamonix, arrivant en fin d'après-midi du dimanche. À 18 heures, elle se présente au commissariat de police de Chamonix pour signaler la disparition. Le brigadier-chef Philippe Martel reçoit sa déposition et lance immédiatement les premières vérifications. Il contacte les hôpitaux de la région, les services de dépannage autoroutier et la gendarmerie pour signaler le véhicule des disparus. Les recherches s'organisent dès le lundi matin 12 février. La voiture des Fauvel est rapidement localisée grâce à son immatriculation. Elle est retrouvée sur un parking de l'aire de repos des Houches, à 8 km de Chamonix, vers 10h30. Le véhicule est correctement garé entre les lignes, fermé à clé, sans trace d'effraction ni de violence. L'inspection révèle que tous les bagages du couple se trouvent dans le coffre. 2 valises de vêtements de ski, des chaussures de montagne, des équipements de sécurité et même leur portefeuille contenant leurs papiers d'identité et cartes bancaires. Les téléphones portables sont retrouvés éteints dans la boîte à gants. Cette découverte intrigue immédiatement les enquêteurs. Pourquoi abandonner volontairement une voiture avec tous ses effets personnels? Le commissaire Laurent Mercier, responsable de l'enquête, ordonne un examen approfondi du véhicule. Aucune trace de lutte ou de sang n'est détectée à l'intérieur. Les sièges sont correctement ajustés pour les tailles de Clément et Agathe. Le réservoir d'essence est presque vide, cohérent avec un trajet depuis Paris. Le kilométrage correspond exactement au parcours effectué.
L'aire de repos des Ouches est un point d'arrêt fréquenté par les touristes souhaitant admirer le panorama alpin avant d'arriver à Chamonix. Elle dispose de tables de pique-nique, de toilettes publiques et d'un sentier de randonnée menant à un belvédère. En février, avec la neige et les températures négatives, peu de personnes s'y arrêtent la nuit. Les gendarmes interrogent les habitants des chalets environnants et les employés des services d'entretien autoroutiers. Personne ne se souvient d'avoir vu la Peugeot bleue ni ses occupants. Le gardien du tunnel du Mont Blanc, distant de 3 kilomètres, confirme qu'aucun véhicule correspondant à cette description n'a emprunté la route vers l'Italie dans la nuit du vendredi au samedi. L'enquête officielle se poursuit pendant 3 mois intensifs. Le commissaire Mercier mobilise tous les moyens disponibles. Hélicoptères de la sécurité civile, équipe cynophile spécialisée dans la recherche en montagne, plongeurs pour explorer les lacs et cours d'eau de la région. Les températures de février 2000, particulièrement rigoureuses, avec des minimales atteignant moins 15 degrés Celsius, compliquent considérablement les recherches. Les enquêteurs explorent toutes les pistes possibles. L'hypothèse d'un accident de montagne est privilégiée. Le couple aurait pu décider d'une randonnée nocturne improvisée et se perdre dans la neige. Mais cette théorie se heurte à plusieurs incohérences. Clément et Agathe étaient des montagnards expérimentés qui respectaient scrupuleusement les règles de sécurité. Leurs équipements de randonnée se trouvaient intacts dans leur véhicule. Aucune trace de pas n'a été relevée autour de l'aire de repos, pourtant couverte de neige fraîche. La piste criminelle est également étudiée. Les antécédents judiciaires de la région révèlent quelques cas d'agression contre des touristes, mais rien de comparable à une disparition totale. Les finances du couple sont épluchées. Aucune dette, aucun ennemi connu, aucune liaison extra-conjugale. Leurs comptes bancaires ne présentent aucune activité suspecte avant ou après leur départ de Paris. Marie Leclerc refuse d'abandonner les recherches. Elle prend un congé sans solde du Parisien et s'installe temporairement à Chamonix dans un petit studio loué rue Joseph Vallot. Chaque matin, elle sillonne la vallée avec des photos de sa sœur et de son beau-frère, interrogeant commerçants, guides de montagne, employés d'hôtel. Sa détermination impressionne les habitants de Chamonix, qui commencent à l'aider spontanément dans ses recherches. En mai 2000, les parents de Clément organisent une battue citoyenne qui mobilise plus de 200 bénévoles. Randonneurs, guides, membres du club alpin français ratissent méthodiquement les sentiers dans un rayon de 20 km autour des Ouches. Cette initiative, largement relayée par les médias locaux et nationaux, ne donne aucun résultat tangible, mais maintient l'affaire dans l'actualité. L'été 2000 marque un tournant psychologique pour les familles. Les autorités commencent à espacer leurs recherches actives. Le dossier reste ouvert, mais passe au second plan face aux affaires criminelles plus récentes. Marie retourne travailler à Paris, mais continue de se rendre à Chamonix tous les week-ends. Elle établit un réseau de contacts avec les professionnels de la montagne, pisteurs, moniteurs de ski, personnel d'accueil touristique. Jean et Françoise Fauvel traversent une période particulièrement difficile. Jean développe des troubles du sommeil et perd 15 kilos en 6 mois. Françoise s'enferme dans un mutisme relatif, communiquant principalement par hochement de tête. Leur médecin de famille prescrit un suivi psychologique, mais le couple refuse catégoriquement. Il transforme la chambre de Clément en sanctuaire, conservant intacts ses trophées de ski de jeunesse et ses diplômes de kinésithérapie. L'appartement parisien des Fauvel reste inchangé pendant 2 ans. Marie paie le loyer avec l'argent des comptes bancaires du couple, bloqué par décision judiciaire, mais accessible pour les charges courantes. Elle espère secrètement que Clément et Agathe reviendront un jour sonner à leur porte. Cette espérance irrationnelle l'aide à surmonter le chagrin, mais complique son processus de deuil. En 2002, Marie rencontre le docteur Philippe Navarro, psychiatre spécialisé dans l'accompagnement des familles de disparus. Leurs entretiens hebdomadaires l'aident à comprendre les différentes phases du deuil sans corps. Elle apprend à distinguer l'espoir légitime de l'illusion destructrice. Progressivement, elle accepte l'idée de vider l'appartement de sa sœur et de donner ses affaires à des associations caritatives.
Le commissaire Mercier prend sa retraite en 2003, mais il continue de s'intéresser officieusement à l'affaire Fauvel. Il rencontre Marie 2 fois par an pour faire le point sur les éventuelles nouvelles pistes. Leur conversation, initialement centrée sur l'enquête, évolue vers une forme de thérapie mutuelle. Mercier avoue que cette disparition inexpliquée hante ses nuits depuis 3 ans. L'hôtel Mont-Blanc connaît des difficultés financières croissantes à partir de 2001. La médiatisation de l'affaire Fauvel, associée à la psychose collective créée par les attentats du 11 septembre, dissuade de nombreux touristes de séjourner dans l'établissement. Madame Gérard et Madame Poncet sont licenciées en juin 2003. L'hôtel ferme définitivement ses portes en décembre 2004, après 58 ans d'activité. La communauté de Chamonix garde un souvenir mitigé de cette affaire. Si la solidarité initiale était remarquable, l'absence de résolution crée progressivement un sentiment de malaise. Certains habitants développent des théories conspirationnistes impliquant des réseaux mafieux italiens ou des expérimentations gouvernementales secrètes. D'autres préfèrent oublier complètement cette histoire qui ternit l'image touristique de leur ville. Marie épouse Antoine Moreau, photographe rencontré lors d'un reportage sur les familles de disparus en septembre 2005. Leur mariage à la mairie du 16e arrondissement est sobre et intime. Le couple s'installe dans un appartement rue de la Pompe, délibérément éloigné du 15e arrondissement pour éviter les souvenirs douloureux. Marie garde précieusement une photo de Clément et Agathe sur sa table de nuit, rituel qu'Antoine respecte sans poser de questions. Le mardi 9 octobre 2012, à 14h37, le commissariat de police de Chamonix reçoit un appel inhabituel. L'agente Sandrine Collet, nouvellement affectée au poste d'accueil téléphonique, décroche le combiné et note machinalement le numéro qui s'affiche. 0450 63 42 15 88. Ce numéro ne lui dit rien de particulier, mais elle respecte la procédure standard. Commissariat de police de Chamonix, bonjour, annonce-t-elle d'une voix professionnelle. Au bout du fil, elle perçoit d'abord un silence troublant, ponctué de bruits de fond indistincts. Puis une voix féminine, faible et tremblante, murmure en anglais « Help me, please, they are watching us ». Clément est sick. La communication semble instable, avec des grésillements intermittents qui rendent certains mots inaudibles. L'agent de Collet tente d'obtenir plus d'informations. « Madame, pouvez-vous me dire où vous êtes? Donnez-moi votre nom et votre localisation. » Mais la voix continue en anglais, de plus en plus faible. « So many years, trapped, the hotel number. » Puis elle entend distinctement un bruit de porte qui claque et des pas précipités. La ligne se coupe brutalement après exactement 1 minute et 23 secondes de conversation. Intrigué mais habitué aux appels de plaisantins, l'agent de Collet note l'incident dans le registre des communications et recherche l'origine du numéro. Le système informatique lui indique qu'il s'agit de l'ancien standard de l'hôtel Mont-Blanc, fermé depuis 8 ans. Cette découverte la trouble immédiatement. Comment un appel peut-il provenir d'une ligne téléphonique désaffectée? Elle contacte France Télécom pour vérification. Le technicien consulté lui confirme que cette ligne a été résiliée en janvier 2005, 13 mois après la fermeture de l'établissement. Aucun abonnement n'est actuellement associé à ce numéro. Techniquement, il est impossible qu'un appel en provienne, sauf en cas de piratage informatique sophistiqué ou de dysfonctionnement majeur du réseau téléphonique. L'agent de Collet rapporte immédiatement l'incident à son supérieur, le capitaine Michel Blanc, arrivé au commissariat de Chamonix en 2006. Le nom Clément mentionné par la plante éveille vaguement un souvenir chez cet officier méticuleux qui consulte régulièrement les archives des affaires non résolues. Il demande à son assistante de rechercher tous les dossiers comportant ce prénom dans les affaires des 15 dernières années. La recherche informatique révèle immédiatement l'affaire Fauvel de l'an 2000. Le capitaine Blanc découvre avec stupéfaction que Clément et Agathe Fauvel étaient attendus à l'hôtel Mont-Blanc la nuit de leur disparition. Il relit attentivement le dossier, note la coïncidence troublante entre le nom mentionné dans l'appel et l'établissement d'où provient théoriquement la communication. Le mercredi 10 octobre, le capitaine Blanc contacte Marie Moreau, née Leclerc,
à son domicile parisien. La conversation téléphonique, qui dure 42 minutes, bouleverse profondément la jeune femme. Après 12 ans de silence, cette nouvelle piste ravive tous ses espoirs et ses angoisses. Elle prend immédiatement un train pour Chamonix, arrivant en fin d'après-midi. Marie écoute l'enregistrement de l'appel mystérieux dans le bureau du capitaine Blanc. Malgré la faible qualité sonore et l'accent anglophone de la voix, elle ressent une émotion indescriptible en entendant prononcer le prénom de son beau-frère. Cette voix lui rappelle vaguement quelque chose sans qu'elle puisse identifier précisément quoi. Elle demande à réécouter l'enregistrement 5 fois consécutives. L'enquête reprend officiellement le jeudi 11 octobre 2012. Le capitaine Blanc constitue une équipe restreinte, composée de 3 policiers expérimentés. Il commence par examiner l'ancien hôtel Mont-Blanc, désormais propriété de la municipalité de Chamonix, qui envisage sa démolition pour construire un parking public. L'inspection de l'ancien hôtel révèle un bâtiment en état de délabrement avancé. Les fenêtres sont condamnées par des planches de bois. Les serrures ont été changées pour empêcher les intrusions. La municipalité fournit les clés aux enquêteurs qui pénètrent dans l'établissement accompagnés d'un expert en télécommunications de France Télécom. L'ancien standard téléphonique se trouve dans une petite pièce derrière la réception. L'équipement, un autocommutateur Alcatel modèle 440 installé en 1995, est officiellement déconnecté depuis janvier 2005. Pourtant, l'expert découvre que plusieurs câbles téléphoniques demeurent physiquement reliés au réseau municipal, probablement par négligence lors de la résiliation des abonnements. Plus troublante encore, l'expert détecte une activité électrique récente dans le système. Des traces d'utilisation apparaissent sur les circuits internes, suggérant que quelqu'un a manipulé l'équipement dans les semaines précédentes. Cette découverte contredit formellement les registres de France Télécom et soulève de nouvelles questions inquiétantes. Le vendredi 12 octobre, l'équipe d'enquête procède à une inspection minutieuse de l'ensemble du bâtiment. L'hôtel comptait 64 chambres réparties sur 4 étages, plus les espaces communs, restaurants, salons, salles de petit déjeuner et caves. Chaque pièce est photographiée et examinée à la recherche d'indices d'occupation récente. Au 2e étage, dans la chambre 207, précisément celle réservée par les Fauvel en 2000, les enquêteurs découvrent des détails perturbants. Contrairement aux autres chambres couvertes de poussière et de toiles d'araignée, cette pièce semble avoir été nettoyée récemment. Le sol ne présente aucune accumulation de poussière. Les vitres ont été essuyées de l'intérieur et l'odeur de renfermé caractéristique des lieux abandonnés est moins prononcée. L'expert en criminalistique, Madame Véronique Chassagne, relève plusieurs empreintes digitales sur la poignée de la porte et le rebord de la fenêtre. Ces empreintes, encore nettes malgré l'humidité ambiante, ne correspondent à aucune des personnes ayant officiellement accès au bâtiment depuis sa fermeture. L'analyse comparative avec les fichiers de police prendra plusieurs semaines, mais leur fraîcheur suggère une présence récente dans les lieux. Marie Moreau demande l'autorisation de visiter la chambre 207. Cette démarche, bien qu'émotionnellement difficile, lui semble nécessaire pour comprendre ce qui a pu arriver à sa sœur et son beau-frère. Accompagnée du capitaine Blanc, elle pénètre dans la pièce où Clément et Agathe auraient dû passer leurs vacances 12 ans plus tôt. La chambre, de 25 mètres carrés, dispose effectivement d'un balcon avec vue sur le Mont Blanc, exactement comme l'avait demandé le couple. Marie s'approche de la fenêtre et observe le panorama que sa sœur aurait admiré. Cette confrontation avec l'absence ravive brutalement sa douleur, mais renforce également sa détermination à découvrir la vérité. Dans la salle de bains attenante, Madame Chassagne découvre des cheveux coincés dans l'évacuation de la douche. Ces cheveux, d'apparence récente et de couleur châtain foncé, ne correspondent pas à ceux des anciens employés de l'hôtel interrogé. Ils sont immédiatement prélevés pour analyse ADN, procédure qui nécessitera plusieurs semaines avant d'obtenir des résultats exploitables. L'enquête s'étend aux bâtiments adjacents et aux propriétés environnantes. L'ancien hôtel Mont-Blanc
jouxtait une petite pension de famille, chez Margot, qui avait cessé ses activités en 2008 suite au décès de sa propriétaire. Ce bâtiment, resté dans la famille, servait occasionnellement de résidence secondaire aux héritiers parisiens. Margot Favre, la nièce de l'ancienne propriétaire, accepte de rencontrer les enquêteurs. Cette femme de 45 ans, professeure de mathématiques au lycée Louis Lachenal d'Argentière, se rend dans la propriété familiale environ une fois par mois pour l'entretenir. Elle révèle avoir remarqué des détails inhabituels lors de ses dernières visites. Depuis le mois d'août, j'ai l'impression que quelqu'un rôde autour des deux bâtiments, confie-t-elle au capitaine Blanc. J'ai trouvé des mégots de cigarettes récents près de l'entrée de service de l'ancien hôtel, alors que personne n'est censé y avoir accès. Une fois, j'ai même cru voir de la lumière dans l'une des fenêtres, mais quand je suis revenu le lendemain avec mon mari, tout semblait normal. Cette information incite les enquêteurs à installer une surveillance discrète autour de l'ancien hôtel Mont-Blanc. À partir du samedi 13 octobre, 2 policiers en civil se relaient pour observer les abords du bâtiment depuis un véhicule banalisé stationné rue des Moulins à 150 mètres de l'entrée principale. Parallèlement, le capitaine Blanc reprend contact avec les anciens employés de l'hôtel. Madame Sylvie Gérard, l'ex-réceptionniste de nuit, a déménagé à Annecy où elle travaille désormais dans une agence immobilière. Interrogée par téléphone, elle se souvient parfaitement de la nuit où les Fauvel n'étaient pas arrivés. Elle confirme avoir préparé leur chambre selon leurs exigences spécifiques. C'était un couple charmant quand ils avaient téléphoné pour réserver, se remémore-t-elle. Madame Fauvel parlait très bien. Elle avait précisé qu'il voulait absolument la chambre 207 parce qu'elle avait lu dans un guide que c'était celle avec la plus belle vue. Monsieur Fauvel avait demandé si on pouvait leur préparer un panier repas pour le dimanche matin, car il voulait partir tôt, faire de la randonnée à raquettes. Cette information surprend les enquêteurs, car elle ne figurait pas dans le dossier original. Les Fauvel avaient donc planifié des activités spécifiques pour leur séjour, ce qui renforce l'hypothèse qu'ils n'avaient aucune intention de disparaître volontairement. Madame Gérard précise également qu'elle avait noté leur préférence pour les pistes hors piste de la Vallée Blanche, secteur particulièrement dangereux en cas de mauvaises conditions météorologiques. Le dimanche 14 octobre, vers 3 heures du matin, les policiers en surveillance repèrent une silhouette près de l'entrée de service de l'ancien hôtel. L'individu, vêtu d'un manteau sombre et coiffé d'un bonnet, semble connaître parfaitement les lieux. Il utilise une clé pour pénétrer dans le bâtiment, évitant soigneusement l'entrée principale visible depuis la rue. L'intervention est immédiate. Les 2 policiers, rejoints en urgence par une équipe du commissariat, encerclent discrètement le bâtiment avant de donner l'assaut. L'individu, surpris dans le hall de l'ancien hôtel, ne tente pas de fuir. Il s'agit d'un homme d'une 50aine d'années, de corpulence moyenne, aux cheveux grisonnants et portant des lunettes de vue. Cet homme se présente comme étant Julien Cartier, ancien concierge de l'hôtel Mont-Blanc de 1992 à 2004. Licencié lors de la fermeture de l'établissement, il avait conservé un trousseau de clés et continuait de visiter régulièrement les lieux par nostalgie. Cette explication, bien que plausible, ne satisfait pas entièrement les enquêteurs qui décident de l'emmener au commissariat pour un interrogatoire approfondi. Au commissariat, Julien Cartier maintient sa version des faits, mais révèle progressivement des détails plus troublants. Il avoue avoir aménagé une petite pièce au sous-sol de l'hôtel, où il vient parfois passer la nuit quand ses problèmes conjugaux deviennent insupportables. Cette pièce, ancienne réserve alimentaire, dispose de l'électricité et d'un point d'eau, ce qui explique l'activité électrique détectée dans le bâtiment. Plus important encore, Cartier confirme avoir manipulé l'ancien standard téléphonique. Passionné de bricolage électronique depuis l'adolescence, il avait entrepris de remettre en état certains équipements de l'hôtel pour préserver la mémoire des lieux. Il reconnaît avoir raccordé plusieurs lignes téléphoniques au réseau municipal, mais nie formellement avoir passé ou reçu des appels depuis ses installations. L'interrogatoire de Julien Cartier se prolonge pendant 8 heures. Le capitaine Blanc et son adjointe, la lieutenante Sarah Dubois, alternent les questions pour détecter d'éventuelles contradictions dans ses déclarations.
L'homme semble sincère mais cache visiblement certaines informations. Ses mains tremblent légèrement et il évite le regard de ses interlocuteurs quand ils abordent spécifiquement l'affaire Fauvel. Vous souvenez-vous du couple qui devait arriver dans la nuit du 9 au 10 février 2000 demande la lieutenant Dubois. Cartier hésite longuement avant de répondre. Oui, je me souviens. Madame Gérard était inquiète parce qu'il n'était jamais arrivé. On en a parlé pendant des semaines à l'hôtel. C'était très inhabituel. Il ajoute après une pause. J'espère qu'ils vont bien, quelque part. Le lundi 15 octobre au matin, l'analyse des cheveux trouvés dans la chambre 207 révèle un élément bouleversant. Le laboratoire de police scientifique de Lyon confirme qu'il s'agit de cheveux féminins, de couleur châtain foncé, correspondant à l'âge d'une femme de 40 à 45 ans. Plus troublant encore, ces cheveux ont été coupés récemment, probablement dans les 3 dernières semaines. Marie Moreau, contactée immédiatement, confirme que sa sœur Agathe avait effectivement les cheveux châtain foncé et qu'elle aurait aujourd'hui 43 ans. Cette coïncidence relance brutalement l'enquête dans une direction que personne n'osait envisager. Et si les Fauvel étaient encore vivants? Le capitaine Blanc ordonne une perquisition complète de la pièce aménagée par Julien Cartier au sous-sol de l'ancien hôtel. Ce que les enquêteurs découvrent dépasse leurs pires craintes. La réserve alimentaire a été transformée en une cellule de détention rudimentaire mais fonctionnelle. 2 matelas posés à même le sol, des couvertures usagées, des provisions en conserve et des bouteilles d'eau témoignent d'une occupation prolongée. Plus inquiétant encore, les murs portent des inscriptions gravées à la pointe d'un objet métallique. On peut y lire des prénoms, Clément et Agathe, ainsi que des dates qui s'échelonnent de février 2000 à septembre 2012. Ces inscriptions, réalisées par différentes mains selon l'expert en écriture, constituent la preuve formelle que les Fauvel ont été détenus dans cette pièce pendant plus de 12 ans. Face à ces preuves accablantes, Julien Cartier s'effondre psychologiquement. Après 16 heures d'interrogatoire, il avoue finalement avoir participé à l'enlèvement du couple, mais en tant que complice contraint et non comme organisateur principal. Son récit, entrecoupé de sanglots et de tremblements, révèle l'existence d'un réseau criminel d'une complexité insoupçonnée. « Je n'ai jamais voulu que ça arrive », répète-t-il entre les larmes. Au début, ce devait juste être un enlèvement express pour de l'argent. Mais ça a mal tourné, et après, on ne pouvait plus revenir en arrière. Il explique avoir été recruté par un groupe de malfaiteurs spécialisés dans l'extorsion de touristes fortunés, qui utilisait l'hôtel Mont-Blanc comme base d'opération depuis la fin des années 90. Le réseau, dirigé par un certain Viktor Kozlov, ressortissant russe établi en Suisse, avait développé un système particulièrement pervers. Il sélectionnait des couples aisés, réservant dans des hôtels de luxe, les enlevait à leur arrivée, puis les séquestrait, tout en extorquant progressivement leurs familles sur plusieurs années. Cette méthode permettait de soutirer des sommes considérables sans éveiller immédiatement les soupçons des autorités. Cartier révèle que les Fauvel ont été interceptés sur l'aire de repos des Houches par 3 hommes armés qui les attendaient depuis minuit. Le couple, épuisé par le voyage et ne se méfiant pas de ces prétendus employés de l'hôtel venus les aider avec leurs bagages, n'a opposé aucune résistance. Leur voiture a été abandonnée sur le parking pour faire croire à un départ volontaire vers une randonnée nocturne. Victor avait étudié leurs habitudes, leurs revenus, leurs relations familiales, poursuit Cartier. Il savait que la sœur d'Agathe était journaliste et qu'elle ne lâcherait jamais l'affaire. Il comptait là-dessus pour maintenir la pression sur les familles pendant des années. Le plan consistait à demander des rançons modestes mais répétées, présentées comme des preuves de vie nécessaires à la survie des otages. L'interrogatoire révèle également comment le réseau a pu opérer pendant si longtemps sans être détecté. Viktor Kozlov possédait des complicités au sein de l'administration hôtelière de la région, lui permettant d'identifier les clients potentiellement intéressants. L'hôtel Mont-Blanc, en difficulté financière dès la fin des années 90, était devenu un maillon essentiel de cette organisation criminelle. Cartier
explique que sa participation initiale se limitait à fournir des informations sur les clients et à faciliter l'accès aux locaux. Mais progressivement, il s'est trouvé impliqué dans la surveillance des otages, devenant complice malgré lui de leur séquestration prolongée. Je leur apportais à manger, je nettoyais leurs cellules, je m'occupais de leurs besoins médicaux de base, avoue-t-il. Mais je n'ai jamais participé aux violences. Le récit le plus bouleversant concerne l'évolution psychologique des Fauvel au cours de leur captivité. Selon Cartier, Clément a développé une dépression sévère dès la 3e année, nécessitant un traitement médicamenteux obtenu illégalement. Agathe, plus résistante psychologiquement, tentait de maintenir le moral de son époux en organisant des activités intellectuelles dans leurs cellules. Elle récitait des poèmes de mémoire, elle lui racontait des histoires, elle l'obligeait à faire de l'exercice physique, se souvient Cartier avec émotion. Parfois, je les entendais chanter ensemble des chansons de leur jeunesse. Ça me brisait le cœur, mais je ne pouvais rien faire. Victor avait menacé de tuer ma propre famille si je parlais. En 2008, la fermeture définitive de l'hôtel Mont-Blanc complique considérablement la situation du réseau. Victor Kozlov décide de transférer les otages dans un chalet isolé de la vallée de l'Arve, propriété d'un complice suisse. Ce déménagement clandestin, effectué de nuit, marque le début d'une période encore plus difficile pour les Fauvel. Le chalet, situé à 15 km de Chamonix en direction de Servoz, appartient officiellement à une société écran domiciliée au Liechtenstein. Cette propriété de 200 mètres carrés, construite dans les années 70, dispose d'un sous-sol aménagé où les otages sont installés dans des conditions encore plus précaires qu'à l'hôtel. Cartier continue de leur rendre visite une fois par semaine, officiellement pour des travaux d'entretien du chalet. Il apporte des provisions, des médicaments et parfois des livres qu'Agathe lui demande spécifiquement. Ces moments deviennent progressivement les seuls contacts humains normaux que le couple entretient avec l'extérieur. Agathe me parlait souvent de sa sœur Marie, raconte Cartier. Elle me disait qu'elle devait s'inquiéter terriblement et qu'elle ferait tout pour les retrouver. Elle espérait qu'un jour, quelqu'un découvrirait la vérité. Cette confidence explique pourquoi Agathe connaissait l'existence de Marie et pouvait mentionner des détails personnels lors de l'appel téléphonique mystérieux. En 2010, Victor Kozlov meurt brutalement d'un infarctus du myocarde lors d'un séjour à Genève. Cette disparition soudaine désorganise complètement le réseau criminel. Les complices suisses et italiens se disputent le contrôle des actifs, notamment les otages détenus dans différentes propriétés alpines. Cartier se retrouve seul responsable des Fauvel, sans consigne précise ni financement régulier. Cette période marque un tournant dans la captivité du couple. N'ayant plus les moyens de maintenir une surveillance constante, Cartier leur accorde progressivement plus de liberté dans leur prison souterraine. Il leur installe une radio, améliore leurs conditions de vie et commence à envisager secrètement leur libération. « Je savais que ça ne pouvait plus durer », confie-t-il aux enquêteurs. Clément vieillissait mal, il avait développé des problèmes cardiaques. Agathe restait forte, mais elle aussi montrait des signes de fatigue psychologique. Je me disais qu'il fallait que je trouve un moyen de les libérer sans me faire tuer par les anciens complices de Victor. L'appel téléphonique du 9 octobre 2012 était effectivement celui d'Agathe Fauvel. Profitant d'une absence temporaire de Cartier, elle avait réussi à forcer la porte de leur cellule et à accéder au rez-de-chaussée du chalet. Sachant que l'ancien standard de l'hôtel Mont-Blanc était encore raccordé grâce au bricolage de Cartier, elle avait tenté de contacter les secours en utilisant ce numéro familier. Elle connaissait ce numéro par cœur parce qu'elle l'avait composé plusieurs fois lors de leur réservation en 2000, explique Cartier. Dans son esprit, c'était le lien le plus direct avec leur disparition et donc le plus susceptible d'alerter la police. Malheureusement, elle avait été interrompue par le retour imprévu de son geôlier et n'avait pu donner plus d'informations. Le lendemain de cet appel, Cartier avait pris la décision de déplacer une nouvelle fois les otages, craignant que l'appel soit tracé par les autorités. Il les avait transférés dans une ancienne bergerie abandonnée près du hameau des Bossons, propriété qu'il avait héritée de son grand-père et qui lui servait parfois de refuge personnel.
Cette bergerie, située à 2000 mètres d'altitude sur un sentier de randonnée peu fréquenté, offrait un isolement total pendant les mois d'hiver. Cartier y avait aménagé sommairement 2 pièces, avec des moyens de chauffage et d'éclairage autonomes. Les Fauvel y étaient encore détenus au moment de son arrestation, le 14 octobre. L'intervention de sauvetage est organisée immédiatement après les aveux de Cartier. Le mardi 16 octobre à l'aube, une équipe mixte composée de gendarmes de haute montagne et de secouristes du PGHM se rend sur les lieux indiqués. L'opération, délicate en raison de l'altitude et des conditions météorologiques difficiles, mobilise 12 personnes et 2 hélicoptères. À 7h42, les secouristes pénètrent dans la bergerie et découvrent Clément et Agathe Fauvel, vivants mais dans un état physique et psychologique préoccupant. Clément, âgé désormais de 46 ans, accuse un vieillissement prématuré et souffre d'insuffisance cardiaque. Agathe, 43 ans, présente une maigreur inquiétante mais conserve une lucidité remarquable. Les retrouvailles entre Agathe et sa sœur Marie, organisées à l'hôpital de Chamonix quelques heures plus tard, constituent un moment d'émotion intense. Les 2 femmes, séparées pendant 12 ans et 8 mois, mettent plusieurs minutes à se reconnaître, tant les épreuves ont transformé leur visage. Marie découvre une sœur vieillie prématurément, mais dont le regard a conservé sa détermination caractéristique. « Je savais que tu me chercherais », murmure Agathe lors de leurs premières paroles échangées. « Clément et moi, on se disait souvent que tu ne nous oublierais jamais. Cette certitude nous a aidés à tenir. » Ces mots, rapportés par Marie lors d'une conférence de presse organisée le lendemain, émeuvent profondément l'opinion publique française. L'enquête judiciaire révèle progressivement l'ampleur du réseau criminel dirigé par Victor Kozlov. Les investigations, étendues à la Suisse et à l'Italie, permettent d'identifier au moins 15 autres victimes d'enlèvements similaires entre 1998 et 2010. Certaines ont été libérées contre rançon. D'autres sont décédées en captivité. Quelques-unes demeurent introuvables. Julien Cartier, jugé en mars 2014 devant les assises de Haute-Savoie, est condamné à 20 ans de réclusion criminelle pour séquestration en bande organisée et complicité d'enlèvement. Ses aveux complets et sa coopération avec la justice lui valent des circonstances atténuantes, mais la durée exceptionnelle des faits reprochés justifie la sévérité de la peine. Le procès révèle également les dysfonctionnements qui ont permis au réseau d'opérer si longtemps. L'enquête initiale de l'an 2000 avait négligé plusieurs pistes importantes, notamment l'examen approfondi des employés de l'hôtel Mont-Blanc et la vérification des propriétés isolées de la région. Ces lacunes, sans excuser les crimes commis, expliquent en partie pourquoi les Fauvel ont subi une captivité aussi prolongée. Clément et Agathe Fauvel nécessitent plusieurs mois de soins médicaux et psychologiques intensifs. Le processus de réadaptation à la société, après 12 ans d'isolement, s'avère particulièrement complexe. Ils découvrent l'évolution technologique de la société française, l'apparition des smartphones et d'Internet, les changements politiques et sociaux survenus pendant leur absence. Le couple décide de s'installer définitivement à Annecy, loin de Paris et de Chamonix, qui leur rappellent trop de souvenirs douloureux. Clément, dans l'impossibilité de reprendre son activité de kinésithérapeute en raison de ses problèmes de santé, se consacre à l'écriture d'un livre témoignage sur leur épreuve. Agathe, progressivement, retrouve le goût de la lecture et anime des groupes de parole pour victimes d'enlèvement. Leur histoire inspire plusieurs documentaires et reportages télévisés, contribuant à sensibiliser l'opinion publique aux risques liés au tourisme en montagne. Les autorités françaises et suisses renforcent leur coopération policière dans les régions alpines et améliorent les procédures de recherche de personnes disparues. En décembre 2015, 3 ans après leur libération, Clément et Agathe Fauvel accordent leur premier et unique entretien télévisé à France 2. Ce témoignage, diffusé dans le cadre d'une émission spéciale, recueille plus de 8 millions de téléspectateurs et remporte le prix du meilleur documentaire de société.
Nous avons survécu grâce à notre amour mutuel et à la certitude que nos familles ne nous abandonneraient jamais, déclare Agathe face aux caméras. Chaque jour, nous nous répétions que Marie nous cherchait, que nos parents gardaient espoir. Cette foi nous a donné la force de résister à nos ravisseurs. Clément, plus fragile, se contente d'ajouter « Nous avons perdu 12 ans de notre vie, mais nous avons gardé l'essentiel, notre dignité et notre humanité. » Le procès de Julien Cartier révèle également l'existence de complicités locales insoupçonnées. L'instruction judiciaire établit que plusieurs notables de Chamonix connaissaient l'existence du réseau sans jamais le dénoncer. Un ancien maire adjoint, responsable du tourisme entre 1998 et 2006, avait reçu des pots de vin pour fermer les yeux sur certaines activités suspectes dans les établissements hôteliers. Cette révélation provoque un scandale politique majeur en Haute-Savoie. 3 élus sont mis en examen pour corruption passive et non-dénonciation de crimes. L'ancien commissaire de police de Chamonix, Jean-Claude Merville, qui avait supervisé l'enquête initiale en 2000, fait l'objet d'une enquête administrative pour négligence grave. Bien qu'il ne soit pas poursuivi pénalement, il est contraint de démissionner de la police nationale. Ces révélations jettent une lumière crue sur les dysfonctionnements systémiques qui ont permis au réseau de Victor Kozlov d'opérer pendant plus de 15 ans. L'omerta qui régnait dans certains milieux touristiques alpins avait créé un environnement propice aux activités criminelles. Les autorités suisses et italiennes lancent leurs propres investigations, découvrant des ramifications du réseau dans leurs territoires respectifs. En Suisse, les enquêteurs identifient 4 propriétés utilisées comme centre de détention par l'organisation de Kozlov. 2 chalets dans le canton du Valais et 2 résidences secondaires près de Genève avaient servi à séquestrer au moins 8 autres victimes entre 2001 et 2009. Ces découvertes permettent de résoudre plusieurs affaires de disparition restées inexpliquées, apportant enfin des réponses à des familles qui attendaient depuis des années. L'investigation révèle que Victor Kozlov n'était pas un simple criminel opportuniste, mais un ancien membre des services secrets soviétiques reconverti dans le crime organisé après la chute de l'URSS. Son expertise en matière de surveillance et d'infiltration lui avait permis de créer un réseau particulièrement sophistiqué, utilisant des sociétés écrans immatriculées dans différents paradis fiscaux pour blanchir les rançons extorquées. Les comptes bancaires de Kozlov découverts au Liechtenstein et aux îles Caïmans révèlent l'ampleur financière de ses activités criminelles. Plus de 15 millions d'euros ont transité par ses comptes entre 1998 et 2010, provenant exclusivement de rançons versées par les familles de victimes. Cette somme astronomique témoigne du nombre réel de personnes touchées par ce réseau de trafic humain. L'enquête internationale permet également de démanteler les dernières cellules actives du réseau. En Italie, 3 complices sont arrêtés dans la région du Piémont, où ils continuaient d'opérer selon les méthodes mises au point par Kozlov. Leur arrestation permet de libérer 2 otages, un couple d'entrepreneurs britanniques séquestrés depuis 2011 dans une villa isolée près de Turin. Marie Moreau devient progressivement une figure emblématique de la lutte pour les familles de disparus. Son témoignage lors du procès Cartier, diffusé en direct par plusieurs chaînes de télévision, émeut profondément l'opinion publique française. Elle y raconte avec une dignité remarquable les 12 années d'angoisse et d'espoir qu'elle a vécues, refusant toujours de baisser les bras malgré les conseils de son entourage. Chaque matin pendant 12 ans, je me suis réveillée en pensant à Clément et Agathe, déclare-t-elle face aux jurés. Je me demandais s'ils avaient froid, s'ils avaient faim, s'ils pensaient à nous. Cette douleur était insupportable, mais elle était aussi ma force. Elle m'interdisait d'abandonner, elle me poussait à continuer mes recherches quand la police avait renoncé. Son mari Antoine, resté dans l'ombre pendant des années, témoigne également de l'impact de cette affaire sur leur vie conjugale. Vivre avec quelqu'un qui porte un tel fardeau demande beaucoup de patience et de compréhension, confie-t-il. Marie ne pouvait pas faire le deuil de sa sœur, tant qu'elle n'avait pas de certitude sur son sort. J'ai appris à accepter cette situation,
à partager son espoir et ses angoisses. Les parents de Clément, Jean et Françoise Fauvel, aujourd'hui âgés de 78 et 75 ans, peinent à surmonter les séquelles psychologiques de cette épreuve. Jean a développé la maladie d'Alzheimer en 2014, les médecins établissant un lien probable avec le stress chronique subi pendant des années. Françoise consacre désormais tout son temps à s'occuper de son époux et à maintenir le contact avec son fils retrouvé. La réinsertion sociale de Clément et Agathe s'avère plus complexe que prévu. Après 12 ans d'isolement, ils découvrent un monde profondément transformé par la révolution numérique. L'apprentissage de l'usage d'Internet, des smartphones et des réseaux sociaux nécessite plusieurs mois d'adaptation. Un ergothérapeute spécialisé les accompagne dans cette découverte progressive des nouvelles technologies. Clément présente des séquelles physiques durables de sa captivité. Outre ses problèmes cardiaques, il souffre de troubles articulaires liés à l'immobilité prolongée et aux conditions de détention précaires. Sa reconversion professionnelle s'impose rapidement. Ses mains tremblantes ne lui permettent plus d'exercer la kinésithérapie avec la précision nécessaire. Il se tourne vers l'enseignement, devenant formateur dans une école de soins infirmiers d'Annecy. Agathe conserve une résistance psychologique remarquable, mais développe une agoraphobie qui complique ses déplacements en ville. Les foules et les espaces ouverts lui provoquent des crises d'angoisse. Un traitement comportemental progressif, associé à un suivi psychiatrique, lui permet de retrouver peu à peu une autonomie de déplacement. Elle reprend une activité professionnelle à mi-temps dans une petite bibliothèque municipale de Talloires. Le couple fait le choix délibéré de ne pas avoir d'enfants malgré leur désir initial. « Nous avons perdu nos plus belles années », explique Agathe lors de leur entretien télévisé. « À 43 ans et 46 ans, nous préférons consacrer le temps qui nous reste à aider d'autres familles et à profiter de notre liberté retrouvée. » Cette décision, douloureuse mais assumée, témoigne de leur lucidité face aux conséquences de leur séquestration. L'association Espoir et Recherche qu'ils créent en 2014 devient rapidement une référence nationale pour l'accompagnement des familles de disparus. Leur expérience unique, à la fois comme victimes et comme témoins de l'efficacité de la persévérance familiale, leur confère une légitimité particulière. Ils interviennent régulièrement dans les commissariats et gendarmeries pour sensibiliser les enquêteurs à l'importance de ne jamais abandonner une recherche. Leur méthode d'accompagnement, mise au point avec des psychologues spécialisés, alterne soutien émotionnel et conseils pratiques. Ils apprennent aux familles comment maintenir la pression médiatique, comment collaborer efficacement avec les forces de l'ordre, comment préserver leur santé mentale dans l'attente d'hypothétiques nouvelles. Leur approche, pragmatique et empathique, aide de nombreuses familles à traverser cette épreuve. Le livre de Clément, 12 ans dans l'ombre, publié aux éditions Robert Laffont en 2016, devient un succès de librairie inattendu. Ce témoignage sobre et poignant, écrit avec l'aide d'un journaliste professionnel, raconte leur quotidien en captivité sans voyeurisme ni apitoiement. Les droits d'auteur, intégralement reversés à leur association, financent l'accompagnement gratuit d'une 50aine de familles chaque année. L'affaire Fauvel inspire également des modifications législatives importantes. La loi du 8 juillet 2015, dite loi Marie-Leclerc, renforce les obligations des forces de l'ordre en matière de recherche de personnes disparues. Elle impose un réexamen systématique des dossiers non résolus au bout de 5 ans et crée un fichier national informatisé permettant de croiser les informations entre différentes juridictions. Cette législation prévoit également la création d'une cellule nationale d'analyse des disparitions inquiétantes, rattachée à la direction centrale de la police judiciaire. Cette structure, dotée de moyens technologiques avancés, permet de détecter plus rapidement les liens éventuels entre différentes affaires de disparition et de coordonner les enquêtes interrégionales ou internationales. L'affaire Fauvel marque un tournant dans les méthodes d'investigation des forces de police françaises. Elle démontre l'importance de ne jamais classer définitivement une disparition inexpliquée et de maintenir une veille permanente sur les affaires non résolues.
Elle souligne également la nécessité d'une coopération internationale renforcée pour lutter contre les réseaux criminels transfrontaliers. Aujourd'hui, Clément et Agathe Fauvel mènent une existence discrète mais apaisée près du lac d'Annecy. Ils ont créé une association d'aide aux familles de disparus, financée en partie par les droits d'adaptation de leur histoire. Leur courage et leur résilience continuent d'inspirer toutes les personnes confrontées à des épreuves similaires, prouvant que l'espoir peut survivre aux pires tragédies humaines. Cette affaire nous révèle comment la détermination d'une sœur et l'obstination de quelques enquêteurs peuvent faire triompher la vérité après 12 années de mystère. Elle nous rappelle aussi que derrière chaque disparition se cachent des familles qui souffrent et qui ne renoncent jamais à chercher leurs proches. Avez-vous remarqué les indices qui jalonnaient cette enquête depuis le début? La persistance de Marie Leclerc vous a-t-elle impressionné? Partagez vos réflexions dans les commentaires. Si cette histoire vous a touché, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer les notifications pour ne manquer aucune de nos enquêtes. Laissez votre like si ce récit vous a marqué et partagez-le avec vos proches qui s'intéressent aux affaires criminelles réelles.